Bienvenue dans cette édition d'Euronews Soir pour un tour d'horizon de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. En France, à la veille de l'acte 12 des Gilets jaunes, une décision du Conseil d'État qui autorise les policiers à faire usage des lanceurs de balles de défense relance la polémique. Dans l'actualité également, ce scandale sanitaire autour de 7 tonnes de viande malade exportée de Pologne vers plusieurs pays de l'Union européenne. 800 kilos de cette viande ont été retrouvés en France. Entrée en vigueur d'un des plus vastes accords de libre-échange jamais conclus, il a été signé entre le Japon et l'Union européenne. Il protège géographiquement des produits de grande consommation. Les explications dans ce journal. Et puis je vous emmènerai à New York, revivre la guerre froide en plein cœur de Manhattan. Un musée consacré au KGB vient d'ouvrir ses portes. La France s'apprête à vivre samedi une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. En pleine polémique sur les violences policières, une des plus hautes juridictions françaises a rejeté les demandes d'interdiction des lanceurs de balles de défense. Stéphane Amalian. Le 12e acte des Gilets jaunes s'ouvre samedi après une décision lourde de sens de la part du Conseil d'État français qui a validé vendredi l'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense. Ces armes non létales auraient gravement blessé 20 personnes à l'œil depuis le début du mouvement, la plupart éborgnées. Ce 12e acte sera d'ailleurs dédié aux blessés, il serait près de 2000 depuis le 17 novembre. Et dans ce contexte, l'Assemblée nationale française examine une loi controversée dite anti-casseurs, qui pourrait donner au préfet le pouvoir d'empêcher une personne de manifester. Une loi jugée liberticide par la gauche, trop laxiste par la droite. Pour ce 12e acte, la ville de Valence dans la Drôme devrait être l'épicentre. 10 000 personnes seraient attendues pour une marche dite régionale. Valence avait accueilli le chef de l'État la semaine dernière pour échanger avec les élus de la région et des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, qui enchaîne les réunions publiques, reçoit vendredi des maires d'outre-mer dans le cadre du grand débat. Le président français a vu sa cote de confiance augmenter de 4 points fin janvier, selon un sondage Harris Interactive. Direction la Pologne, où un abattage illégal est au cœur d'un scandale sanitaire qui touche plusieurs pays européens, dont la France. Des inspecteurs européens vont être envoyés sur place pour évaluer la situation. Le point avec Marc Bouchage. Les importations de viande de bœuf issues de vaches malades polonaises restent en travers de la gorge de plusieurs pays européens. En France, où près de 800 kilos ont été identifiés, le ministre français de l'Agriculture parle de du prix. L'Union européenne va envoyer une équipe d'experts en Pologne la semaine prochaine. Selon les autorités polonaises, il n'y a pas de risque en tant que tel pour les consommateurs. Mais la Commission européenne a décidé d'envoyer une équipe d'inspecteurs lundi pour aider les autorités polonaises à enquêter sur cette affaire et à évaluer la situation sur le terrain afin de voir exactement ce qui s'est passé et comment on peut éviter ça à l'avenir. Selon la Commission européenne, ce sont près de 3 tonnes de viande polonaise incriminée qui auraient été exportées vers 13 pays européens, dont l'Allemagne ou l'Espagne. Je vais m'assurer que tous ceux qui ont participé à cette fraude soient punis, que ce soit le propriétaire de l'abattoir, un employé, un livreur ou un agriculteur. Les voleurs et les fraudeurs qui ont fait cela ont porté atteinte à l'image de la nourriture polonaise d'une manière inimaginable. Pour la Pologne, les conséquences de cette affaire pourraient être très lourdes. Entre 80 et 90% de la production polonaise de viande de bœuf sont exportées, principalement vers l'Union européenne, mais aussi vers d'autres pays. Venons-en maintenant au Brexit avec cette autorisation d'accès au territoire européen pour les citoyens britanniques sans visa, et ce même en cas de Brexit sans accord. Les détails avec Annelise Fantino. C'est une mesure qui devrait soulager de nombreux Britanniques. Ils pourraient avoir accès au territoire européen sans visa, même dans le cas d'un Brexit sans accord. Une autorisation valable 90 jours dans l'ensemble des États membres proposés par l'Union. Mais ce nouveau règlement prévoirait aussi une distinction entre les citoyens britanniques et ceux qui résident à Gibraltar, un territoire d'outre-mer britannique situé au sud de l'Espagne, décrit dans le texte comme une colonie. Un terme qui a suscité la colère de Londres alors que le Rocher reste un sujet de tension entre Madrid et le Royaume-Uni.
La Marseillaise a retenti à Sacramento en Californie pour 3 héros américains. En 2015, ils avaient réussi à maîtriser un homme armé d'une Kalachnikov dans le Thalys entre Amsterdam et Paris. À leur demande, ils viennent d'obtenir la nationalité française. Julien Pavy. Les 3 héros américains du Thalys ont été naturalisés français lors d'une cérémonie à Sacramento, en Californie. Anthony Sadler, Alex Skarlatos et Spencer Stone avaient empêché un potentiel carnage en août 2015 en maîtrisant un djihadiste marocain armé dans un train reliant Amsterdam à Paris. La France les avait décorés par la suite de la Légion d'honneur, la plus haute distinction. Les 3 hommes avaient eux-mêmes demandé la nationalité française pour marquer leur attachement au pays. Le consul général de France à San Francisco leur a remis symboliquement leur certificat de naturalisation. C'était important pour nous de devenir citoyens français parce que nous avons un lien tellement fort avec la France maintenant. On y retournait 4 ou 5 fois depuis l'attaque terroriste et cette attaque a eu un tel impact sur nos vies. Ce 21 août 2015, quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo, les 3 Américains s'étaient jetés sur un homme armé d'une Kalachnikov. Leur courage a depuis été immortalisé au cinéma par Clint Eastwood. Ouais, pour le moment, on ne sait pas où il est, donc on va chercher, mais on ne peut pas tout faire. La feta ou le roquefort ne seront jamais japonais. C'est l'une des conséquences de l'entrée en vigueur d'un vaste accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon. Un accord qui, entre autres, protège géographiquement de nombreux produits de grande consommation. 5 mois après sa signature à Tokyo, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon entre officiellement en vigueur. Il représente un tiers du PIB mondial, 630 millions de consommateurs, ce qui en fait l'accord commercial bilatéral le plus important jamais conclu. Il devrait profiter en particulier au secteur agroalimentaire. Fromage, jambon, alcool et autres produits européens auront un libre accès au marché japonais. Cet accord donne une sorte de cachet d'approbation géographique à certains de ces produits. Par exemple, vous ne pourrez pas commencer à faire de la feta japonaise ou du roquefort japonais. Ces produits auront désormais une protection géographique. Et à l'inverse, le bœuf japonais de Kobe ne pourra pas avoir une copie européenne. Cet accord couvre la quasi-totalité des échanges entre l'Union européenne et le Japon, avec toutefois de longues périodes de transition pour de nombreux produits. Le riz, hautement symbolique pour les Japonais, est exclu de cette entente. 30 ans après la fin de la guerre froide, la course aux armements nucléaires va-t-elle être relancée? Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient se retirer d'un traité crucial signé avec Moscou en 1987. C'est désormais tout ce qu'il y a de plus officiel. Les États-Unis se retireront ce samedi du traité de désarmement nucléaire INF signé avec Moscou pendant la guerre froide. Il faudra ensuite 6 mois pour que le retrait soit effectif. Washington accuse la Russie de ne pas respecter ce traité qui abolit l'usage des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km et les tentatives de négociation n'ont rien donné. Nous avons accordé à la Russie beaucoup de temps pour revoir sa position et honorer ses engagements. Demain, ce temps sera écoulé. La Russie a refusé de prendre des mesures durant ces 60 jours pour rendre ses engagements réels et vérifiables. Les États-Unis vont donc suspendre le 2 février leurs obligations sous le traité INF. Si l'OTAN partage les soupçons des États-Unis, la Russie rejette les accusations de violation du traité et accuse en retour Washington de vouloir relancer la course aux armements. Ce sera un coup dur pour le système actuel de contrôle et de non-prolifération des armes. Les États-Unis débutent probablement une course aux armements pour nous affaiblir économiquement. Mais ils ne comprennent pas que nous avons appris des leçons du passé et que notre réponse aux défis économiques sera viable économiquement. À l'origine du contentieux, le déploiement par la Russie de son système de missiles 9M729, capable de transporter une arme nucléaire et qui, pour Washington comme pour l'OTAN, est d'une portée supérieure à 500 km.
Direction le Venezuela où l'opposant Juan Guaidó accuse le gouvernement de Nicolás Maduro d'exercer des pressions sur sa famille et appelle à manifester samedi. Audrey Tilve. Tout sourire, Juan Guaidó salue la foule. Mais si l'opposant vénézuélien a fait cette apparition publique avec sa femme à ses côtés et sa fille dans les bras, c'est pour dénoncer des tentatives d'intimidation. Il affirme que des agents des forces spéciales de la police sont venus chez lui en son absence avec l'intention d'interroger son épouse qui était elle aussi sortie. L'objectif est évident. L'objectif est tout à fait évident et ils n'y sont pas parvenus. Ils ne parviendront pas à casser la famille vénézuélienne. Celui qui s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier a de nouveau appelé à une manifestation massive ce samedi pour réclamer le départ de Nicolás Maduro, dont la réélection a été, selon l'opposition, illégitime car frauduleuse. Mais les partisans du président chaviste restent eux aussi mobilisés. Le pouvoir en veut pour preuve ce rassemblement à Caracas. Au Brésil, une semaine après la rupture du barrage minier, 238 personnes manquent toujours à l'appel, alors que le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Au Brésil, le bilan s'alourdit chaque jour un peu plus, une semaine après la rupture du barrage minier de Brumadinho près de Belo Horizonte. Les autorités qui ont découvert de nouveaux corps dans la boue recensent désormais au moins 110 morts et plus de 230 personnes disparues, ensevelies par des tonnes de boue. Plusieurs centaines de pompiers et de soldats participent aux opérations de secours. Des militaires israéliens ont également apporté leur contribution. Ultime hommage cet après-midi aux obsèques de Michel Legrand, le célèbre compositeur français de musique de film est décédé samedi dernier à l'âge de 86 ans. Un dernier adieu à Michel Legrand. Les obsèques du compositeur français de musique de film ont été célébrées ce vendredi à Paris, en présence notamment de Brigitte Macron, l'épouse du président français, ou encore de personnalités du monde de la culture, dont le réalisateur Claude Lelouch. Un hommage public et musical lui a également été rendu au Théâtre Marigny. Lauréat de 3 Oscars du cinéma, Michel Legrand a notamment signé la musique des films Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Un été 42 ou l'affaire Thomas Crown. Il devait être inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. A noter que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été libéré sous condition par la Cour pénale internationale. Il avait été acquitté il y a plus de 2 semaines de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire. L'événement sportif du week-end, c'est le Super Bowl aux États-Unis. C'est le rendez-vous télévisuel le plus regardé de l'année et les enjeux commerciaux sont très importants. À Atlanta, la tension monte avant le Super Bowl, la grande messe de la NFL, le championnat de football américain. C'est l'événement médiatique de l'année aux États-Unis. 100 millions de téléspectateurs sont attendus, ce qui aiguise chaque année l'appétit des publicitaires prêts à dépenser des sommes colossales. Ils devaient débourser cette année l'équivalent de 4,5 millions d'euros pour un spot de 30 secondes. En 10 ans, les tarifs ont presque doublé. Lors du Super Bowl, le public regarde vraiment les pubs. Pour le monde de la publicité, c'est la plus grande des scènes. C'est un peu comme les Oscars, c'est le moment pour eux de briller. Les marques alimentent le suspense en publiant des teasers, elles font figurer des célébrités et le public se passionne pour cela. La ville d'Atlanta est placée sous haute sécurité alors que le Super Bowl devrait drainer près d'1 million de touristes. La finale oppose cette année les Rams de Los Angeles aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Européens pourront suivre cette rencontre dans la nuit de dimanche à lundi. Un parapluie lanceur de poison, des caméras miniatures conçues pour être dissimulées dans des boutons. Ce musée new-yorkais entièrement dédié au KGB expose les technologies les plus pointues utilisées par les renseignements soviétiques pendant la guerre froide. Visite guidée avec Annelise Fantino.
C'est un nouveau musée en plein cœur de Manhattan qui fait revivre les heures les plus sulfureuses de la guerre froide. Un lieu entièrement consacré au KGB à New York. Des portraits de Lénine aux airs militaires. Tout ici vous immerge dans un bureau d'agents du renseignement soviétique reconstitué avec soin. Le fruit de 30 ans de travail d'un historien lituanien qui a réuni des petits bijoux de technologie aussi pointus qu'insolites, emblématiques d'une course à l'information. Ça montre vraiment comment nos deux pays essayaient constamment d'obtenir les secrets de l'autre. La Russie doit bien avoir elle aussi une exposition qui parle de la CIA. En tout cas, je l'espère. Près de 3500 objets sont exposés ici, dont de nombreux appareils photo, micros ou caméras miniatures en provenance du monde entier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bon week-end. À bientôt.